Cette session sera co-facilitée par un duo de dames qui a fait le pari de faire la meilleure modération de notre atelier. Je veux inviter Dr Yeri Sylvie Youl Traoré, médecin de santé publique formée à l'université de Ouagadougou. Elle cumule plus de 15 ans d'expérience dans le système de santé burkinabé. Actuelle directrice de la santé de la famille, elle pilote la conception, la coordination et le suivi des programmes dédiés à la mère, à l'enfant, aux adolescents, aux jeunes et aux personnes âgées. Ancienne directrice régionale de la santé des régions des Tanouyan, c'est bien ça? D'accord. Et du Guirico, elle y a mené des actions majeures de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Leader engagé, elle promeut des systèmes de santé résilients, intégrés et équitables. Merci de l'installer, s'il vous plaît. Elle va co-modérer cette session avec Dr Rajolina Miari Toki. Elle est médecin titulaire de master en santé publique et directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique depuis 2024. Forte de plus de 20 ans d'expérience, elle a exercé dans le secteur privé, les centres de santé de base, un CHU et l'administration centrale. Elle est assistante technique. Elle a été assistante technique auprès du secrétariat général du ministère et dispose d'une solide expérience en planification familiale, VIH, suivi, évaluation, statistique, sanitaire et formation médicale. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, ces deux dames vont modérer cette 5e session, mesure de progrès et des effets de l'intégration des services. Donc, je vous laisse inviter vos panélistes. Et merci. Merci bien, facilitateur principal. Mesdames et messieurs, distingués invités, Auguste Assemblée, tout protocole observé. Je vais me mettre là si vous permettez juste une seconde. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cette session, je voudrais vous partager ceci. Alors, Madame PY est une dame. Elle a 38 ans, 3 enfants. Et pour son dernier accouchement, elle est restée sur la table de césarienne. Et en revenant sur son dossier, il a été retrouvé qu'après son 3e enfant, elle ne devait plus en tout cas tomber enceinte. Sauf qu'elle est tombée enceinte. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'elle soit tombée enceinte et malheureusement qu'elle soit restée sur la table. Je ne dis pas ceci pour vous insister, parce que nous avons là une opportunité justement de travailler à ce que plus aucune femme ne meure en donnant la vie. Et donc, cette plateforme de la 6e réunion annuelle constitue pour nous une véritable opportunité pour partager les expériences, apprendre les uns, les unes des autres, harmoniser nos pratiques en matière de santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et de nutrition. Dans un contexte où nous, les différents pays, se sont engagés vers les objectifs du partenariat de Ouagadougou, de FP 2030 et dans la marche vers l'atteinte en tout cas des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, il est essentiel que nous puissions disposer d'outils, de données probantes pour des prises de décision en tout cas basées sur des évidences afin de guider nos politiques d'intervention. Ceci étant, notre volonté est donc commune et c'est de renforcer cette rigueur scientifique et consolider les mécanismes de suivi et de coordination régionale. C'est pourquoi je voudrais vous inviter ici à une participation très attentive
afin que nous puissions ensemble partager nos réflexions. Nous avons l'opportunité tous ensemble et tout ensemble de transformer ces résultats en instruments véritables et concrets surtout pour améliorer durablement la santé et le bien-être des mères, des enfants et des familles dans notre région. Je voudrais pour ce faire appeler ici Dr Zarafi Soulé, qui va nous entretenir comme panéliste. Il est médecin de santé publique, spécialisé en santé sexuelle et reproductive, ancien médecin-chef de district, fonction qu'il a occupée pendant 7 ans, chef de service de renforcement des capacités à la division régulation des naissances au Niger, cadre à la Direction générale de la santé et de la reproduction depuis de 2021 à 2025, point focal approche du mentorat, point focal initiative intégration et assistant technique pays pour le passage à grande échelle de l'intégration des services. C'est donc dire que nous sommes en présence d'une personne très expérimentée dans ce domaine. Bienvenue, Dr Zarafi, sous vos applaudissements. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Merci. À sa suite, nous appelons Dr Mongo. Mongo Yves Armand, qui est médecin de santé publique. Il est avec plus de 30 années d'expérience pratique, dont 17 au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et il aide à développer et à mettre en œuvre les politiques et plans stratégiques dans le domaine de la SRMENIA et la santé des personnes âgées. Il a également participé de façon très active à la mise en place du groupe de renforcement des groupes techniques consultatifs sur la vaccination dans la région. Dr Mongo a été président du comité directeur de la communauté de pratique PFPP SMNI NUT d'août 2023 à 2025. Et ceci fait vraiment qu'il a une vaste expérience qui est reconnue et il est actuellement membre du groupe consultatif mondial sur la pratique. Bienvenue, Dr Mombo. Nous annonçons le Dr Yentema Onadja qui va participer en ligne. Il est actuellement maître de conférence en démographie et chef du département de la statistique de l'Institut supérieur des sciences de la population, ISPP au Burkina Faso, de l'Université Joseph Kizerbo. Il a une solide expérience, une solide formation en mathématiques, en démographie. Ses recherches se situent à l'intersection des dynamiques démographiques de la santé sexuelle et reproductive et ces domaines d'expertise incluent l'accès à la planification familiale. Il a dirigé des initiatives nationales, notamment des initiatives nationales de collecte de données, également des enquêtes de performance du Monitoring for Action, ainsi que des projets de recherche. Son expertise est également reconnue et il est actuellement directeur adjoint du Hub francophone du PMA, où il assure un leadership technique stratégique pour les programmes PMA. Dr Onadja est spécialiste reconnu dans l'évaluation des politiques publiques. Bienvenue, Dr Yentema, si vous êtes en ligne. Bien le bonjour de toute l'Assemblée. Alors, le prochain que nous recevons, le prochain panéliste, il s'agit de Dr Léopold, qui est médecin de santé publique. Il est médecin, spécialiste en gynéco-obstétrique et santé publique. Et en santé publique et en diplomatie sanitaire mondiale, avec plus de 27 années d'expérience dans l'appui au programme pour le développement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de santé reproductive, maternelle, néonatale, ainsi que le renforcement des systèmes de santé. Hier, il a été présenté et il a exercé au Burkina Faso, au sein du ministère de la Santé, à différents niveaux de responsabilité. Il a ensuite travaillé à l'OMS, Brazzaville, pendant 6 ans et depuis 13 ans maintenant au bureau régional OMS Afro, où il a successivement été responsable du volet recherche et développement sur les programmes de santé en reproduction et conseiller régional en santé sexuelle et reproductive. Il a par ailleurs ses compétences avérées dans la gestion des urgences de santé publique. Et bienvenue, Dr Ouedraogo. Et nous terminons. Le dernier panéliste, mais pas des moindres, Monsieur Tierno Dieng est chef d'équipe, statisticien, spécialisé en recherche clinique et santé publique, suivi, évaluation. Il détient une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la recherche clinique et la recherche sur les systèmes de santé.
les systèmes de santé sur l'évaluation des programmes. Il a dirigé le centre CEFOREP de 2011 à 2024 en tant que coordonnateur et il travaille sur l'intégration des services. Il enseigne la biostatistique, la méthodologie de la recherche aux étudiants en master de génétique humaine et du master en infectiologie immunologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Voici planter le décor pour notre session. Merci de les recevoir chaleureusement. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec Dr Zarafi. Et nous voulons informer les panélistes que vous disposez de 8 minutes pour les échanges et les présentations. Et au décours de vos présentations, nous aurons, tenant compte du temps qui va nous rester, environ 10 à 15 minutes pour donner plus d'opportunités véritablement pour les échanges. À vous, Dr Zarafi. J'espère que la présentation de Dr Zarafi est positionnée. Vous avez le pointeur là. Okay, merci. Oups, pardon. Okay, merci, Madame la modératrice. Bonjour, chers participantes et participants. J'ai donc l'honneur, au nom des équipes pays ayant participé, n'est-ce pas, à l'atelier régional d'évaluation de Ouaga en octobre passé, n'est-ce pas, de partager avec vous les indicateurs consensuels retenus, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de cette approche. Permettez-moi, n'est-ce pas, d'introduire cette présentation avec ce slogan « Mesurons ensemble et agir ensemble pour une gouvernance régionale renforcée, basée sur des prises de décision objectives et soutenue par des indicateurs consensuels, n'est-ce pas, de qualité. » La présentation va se faire à travers donc, le plan qui suit, en 4 points. Donc voilà, comme vous le savez déjà, hein, depuis 1978 jusqu'en 2018, l'OMS a toujours recommandé, n'est-ce pas, l'intégration des soins dans le cadre de l'offre des soins de santé primaire pour une meilleure efficience et réduire la mortalité et les mortalités évitables, notamment en lien avec les cibles 3.1 et 3.2 de l'ODD 3. Ceci a motivé la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette approche-là, qui a identifié des indicateurs d'intégration en lien avec la PFP-PSR Mini et qui ont été, n'est-ce pas, intégrés dans le DHS2 des différents pays. Chemin faisant, on a constaté des insuffisances, n'est-ce pas, dans la compréhension et l'appropriation, n'est-ce pas, de ces indicateurs-là, ce qui a motivé une autre réunion, n'est-ce pas, des structures en charge de la santé publique, n'est-ce pas, des structures en charge de la santé de la mère et de l'enfant, pour tenir cette réunion d'harmonisation en octobre passé et avec l'appui, n'est-ce pas, des PTF. Étape, bien sûr, stratégique cruciale pour la construction, n'est-ce pas, de langage de l'évaluation. Au cours de cet atelier, il a été surtout retenu 2 types d'indicateurs de suivi, notamment les indicateurs de mesure d'intégration de services que nous appelons communément indicateurs composites et les indicateurs, n'est-ce pas, de mesure d'effet. Pour ce qui est des indicateurs d'intégration des services, ils sont au nombre de 4, n'est-ce pas, situés au niveau qui se collectent, n'est-ce pas, au niveau des 4 points de contact du continuum de soins SR, à savoir la CPN, pour laquelle l'indicateur retenu est le nombre, n'est-ce pas, de CPN au cours desquels le counseling PEP et le conseil nutritionnel ont été donc offerts. Pour l'accouchement, c'est le nombre de femmes ayant bénéficié de counseling PEP dans les 48 heures avec GADPA et mise au sein immédiate, n'est-ce pas, pour le nouveau-né. Pour la CEPON, c'est le nombre de femmes reçues en CEPON ayant bien sûr bénéficié de counseling PFPP et de conseil nutritionnel. Pour l'allaitement exclusif, et pour la CN, c'est le nombre de nourrissons 0,6 mois, n'est-ce pas, à jour de leur vaccin. Quelqu'un a parlé de l'aspect vaccination ici, à jour de leur vaccin et dont la mère a bénéficié, n'est-ce pas, du counseling PF et des conseils nutritionnels. Au niveau, pour ce qui est des indicateurs d'effet, il faut retenir qu'on a gardé 3 indicateurs d'effet au niveau des 3 postes de continuum de soins SR, de l'accouchement à la CN. Pour l'accouchement, c'est le taux d'utilisation de la PF, n'est-ce pas, dans les 48 heures après l'accouchement. Et au niveau de la CEPON, le taux d'utilisation de la PF aussi, au niveau de ce poste-là. Et pour la CN, c'est le taux d'utilisation effectivement de la PF au niveau des postes de constatation nourrisson ou vaccination selon les pays. Pour les mesures de calcul de ces indicateurs, il faut dire que pour les indicateurs d'intégration, au niveau de la première porte d'entrée, la constatation donc prénatale, le numérateur de cet indicateur, c'est
le nombre de CPN au cours desquels le conseil counseling PF et puis le conseil nutritionnel ont été offerts. Et au dénominateur, nous avons le nombre total des CPN réalisés. Et la source primaire qui permet de collecter ces données-là, c'est notamment le registre CPN. Pour la deuxième porte d'entrée, à savoir l'accouchement, pour l'indicateur retenu, le numérateur est le nombre de femmes ayant bénéficié, bien sûr, de counseling dans les 48 heures, après accouchement avec GADPA, et dont le nouveau-né a été mis au sein dans l'heure immédiate. Ici, il y a 3 variables ici, n'est-ce pas, qui constituent cet indicateur composite-là. Et le dénominateur, c'est le nombre de femmes ayant accouché d'au moins un enfant vivant dans la formation sanitaire. Bien sûr, il faut exclure les césariennes et les femmes accouchées à domicile, parce qu'il y a la GADPA, et par rapport aux enfants vivants aussi, il y a la mise au sein immédiat qui ne peut pas s'appliquer, n'est-ce pas, aux femmes ayant accouché de mort-né. Pour le registre, c'est le registre d'accouchement comme source primaire de collecte de données. Pour la porte d'entrée numéro 3, l'indicateur retenu, le numérateur, c'est le nombre de femmes reçues en CEPON ayant bénéficié de counseling PF et de conseils sur l'allaitement exclusif. Et au dénominateur, nous avons le nombre total de femmes reçues, n'est-ce pas, pour CEPON. Registre CEPON pour la collecte, n'est-ce pas, de données pour Aux portes d'entrée numéro 4, c'est la CN. Là, le numérateur, l'indicateur retenu, c'est le nombre de nourrissons, 0,6 mois, reçus en CN qui sont à jour de leur vaccin et dont la mère a bénéficié, n'est-ce pas, de counseling PF et de conseils sur l'allaitement exclusif. Au dénominateur, nous avons le nombre total de nourrissons 0,6 mois reçus en CN. Et comme source primaire de collecte de données, c'est notamment le registre CN ou le registre de vaccination selon les pays. Pour les mesures de calcul d'indicateurs, pour les indicateurs d'effet, il faut dire que c'est d'abord le taux d'utilisation de la PFPP dans les 48 heures, pour lequel le numérateur, c'est le nombre de femmes ayant adopté la PFPP immédiate, donc dans les 48 heures suivant l'accouchement, et le dénominateur, le nombre total de femmes ayant accouché au cours de la période, femmes ayant bénéficié d'accouchement assisté, mais aussi qui ont accouché à domicile, enregistré, n'est-ce pas, sur le registre accouchement. Et pour le numérateur, c'est le registre PF, bien sûr, et le dénominateur, le registre accouchement. Pour le taux d'utilisation de la PFP au post-CEPON, le numérateur, c'est le nombre de femmes ayant adopté une méthode PF à la CEPON, et au dénominateur, nous avons le nombre total de femmes ayant accouché toujours au cours de la même période. Donc, les sources de données primaires, c'est toujours le registre PF. Hein. Pour tous les 3 indicateurs d'effet, les sources de collecte de données primaires pour le numérateur, c'est toujours le registre PF. Maintenant, pour le dénominateur, c'est le registre accouchement. Donc, ici, c'est l'indicateur d'effet en lien avec le collecté au niveau de la CN ou de la vaccination. C'est le nombre de nourrissons de moins de 6 mois ayant adopté une méthode PF en constatation de nourrissons ou en vaccination. Et au dénominateur, le nombre de femmes ayant accouché au cours de la même période. Et comme numérateur, comme je l'ai dit tantôt, c'est soit le registre PF pour le numérateur et le registre accouchement pour le dénominateur. Pour le taux d'utilisation global, ici, c'est un cumul des 3, en tout cas des femmes enregistrées au niveau des 3 postes, n'est-ce pas, accouchement, CEPON et CN. Donc on fait le total de ces femmes-là, c'est ça le numérateur. Et au dénominateur, nous avons le nombre de femmes ayant accouché au cours donc de la même période. Bien sûr, en excluant, n'est-ce pas, les accouchés, n'est-ce pas, bien sûr, non, c'est bon. En comptant, bien sûr, en totalisant au dénominateur les accouchements assistés plus les accouchements à domicile enregistrés sur le registre. Et la source de données primaire, c'est toujours le registre PF ou le registre accouchement pour le dénominateur. En dehors de ces indicateurs sur lesquels on a échangé au niveau, n'est-ce pas, de la réunion de Ouaga, il y a aussi d'autres indicateurs, en réalité, qui sont boostés par cette intégration-là. C'est notamment les indicateurs d'utilisation des services, notamment le taux de CPN 4 et plus, pour lesquels nous avons les numérateurs et les dénominateurs. Donc, femmes ayant donc 4 consultations complètes ou plus, et au dénominateur, les grossesses attendues. Pour ce qui est du deuxième indicateur, le taux d'accouchement assisté, c'est notamment le nombre d'accouchements assistés au numérateur et le nombre total de naissances ou d'accouchements, selon les pays, c'est la même chose, de naissance ou d'accouchement au dénominateur. Pour la CEPON, c'est notamment les femmes
le taux de CEPON. Ici, bien sûr, c'est le nombre de femmes ayant bénéficié d'au moins une consultation prénatale. Et au dénominateur, on met le nombre de femmes qui ont accouché, parce que toutes ces femmes-là devront normalement bénéficier, n'est-ce pas, de ces consultations-là. Le taux nourrisson, c'est au moins nourrisson ayant au moins reçu une consultation nourrisson. Et au dénominateur, nous avons les naissances attendues. Autre indicateur d'effet suivi selon les pays, il ne faut pas l'oublier parce que la nutrition fait partie aussi de cette approche d'intégration. Donc, c'est le premier indicateur suivi par les pays, c'est le taux de malnutrition aiguë modérée, appelé MAM. Pour le numérateur, nous avons le nombre d'enfants 0,6 mois avec malnutrition aiguë modérée, et le dénominateur 6,59 mois, enfin 6,59 mois, donc évalué. Donc ici, c'est selon les définitions des pays, du MAM bien sûr, de la MAM selon donc, les pays ou par le PB ou par le Z-score. Pour le taux de malnutrition aiguë sévère, c'est le nombre d'enfants 0,6 mois présentant donc bien sûr la malnutrition. Et au dénominateur, nous avons le nombre d'enfants 0,6 mois enregistrés ou évalués. Pour l'allaitement exclusif, c'est au numérateur, nous avons le nombre d'enfants 0,6 mois nourris exclusivement au lait maternel. Et au dénominateur, les enfants 0,6 mois dans la population de l'échantillon, en tout cas sur la période concernée. En conclusion, il faut dire que, en harmonisant ces 16 indicateurs identifiés, notamment les 4 indicateurs d'intégration et les 3 d'effets que nous avons énumérés tout à l'heure, et leur mode de calcul, nous avons affirmé, n'est-ce pas, une volonté de dépasser les frontières, merci, statistiques pour bâtir vraiment une vision partagée. Ce consensus n'est pas seulement technique, il est le socle, n'est-ce pas, d'une gouvernance régionale plus transparente, plus crédible et plus orientée vers l'impact que nous cherchons à travers, n'est-ce pas, l'atteinte des ODD 3, n'est-ce pas, la cible 3, et notamment la cible 3.1 et la cible 3.2. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Dr Zarafi, pour cette synthèse en lien avec les différents indicateurs et pour lesquels, en tout cas, nous nous sommes accordés. Nous passons la parole à Dr Mombo pour la présentation de la carte de score SRMENIA. Donc, vous avez 8 minutes. Nous espérons capitaliser les dépassements avec vous. Ce n'est pas évident de capitaliser avec moi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En Dieu, je crois. Mais pour toutes les autres choses, donnez-moi les données. Donc, nous venons d'écouter la présentation sur les indicateurs. Quant à moi, j'ai le plaisir de partager avec vous le processus de mise en place de la carte de score SRMENIA dans l'espace CEDEAO. Ce processus a été commencé avec des collègues. Certains sont présents ici, Léopold, du côté de l'OMS, Shilanga, du côté de UNFPA Afro. Et la présentation que je vais partager avec vous a été préparée. Ok, donc la présentation que je partage avec vous a été préparée par une équipe de l'OAS composée des collègues du système d'information sanitaire, dont un est présentement avec moi ici. Donc, pendant les questions-réponses, il pourra également aussi intervenir. Alors, voilà le plan, l'introduction rapidement, le processus de sélection, les indicateurs qui sont sélectionnés et puis les perspectives. Alors, comme vous le savez tous, une carte de score, c'est un outil de décision. Un outil de décision pour voir en matière de santé de la mère et de l'enfant, adolescent, jeune, où est-ce que nous en sommes, quelle est la figure qui se présente devant nous et surtout quels sont les gaps, les problèmes et quelles sont les actions pertinentes à entreprendre pour pouvoir améliorer la situation. Donc c'est un véritable outil de décision. Alors, le processus de sélection, j'avoue que je ne vois pas vraiment bien. Je vais enlever peut-être les verres pour mieux voir. Bon, ici. Bon, là-bas, là aussi, le coup va faire mal. Alors, tout a commencé en septembre 2022.
lorsque, avec l'OMS et l'UNFPA, nous avons fait une analyse situationnelle très rapide avec l'ensemble des pays de la CEDEAO. En ce moment, c'était 15 pays. Voilà. Et au décours de cette analyse situationnelle, on est ressorti avec 44 indicateurs. Ensuite, 3 mois après, en décembre 2022, nous nous sommes retrouvés à Abidjan pour convenir tous les pays de la sous-région avec l'ensemble des partenaires pour discuter sur ces 44 indicateurs que les pays ont proposés pour figurer sur la liste de la carte de score, quels sont les plus importants, les plus pertinents à retenir. Léopold, c'était combien de jours de réunion? 3 jours? 3 jours de réunion. Après discussion, nous avons retenu 26 indicateurs sur ces 44. Et enfin, en novembre 2023, avec le partenaire Countdown et tous les partenaires qui sont listés, la SAGO, l'UNFPA, la FASFAF, nous sommes retrouvés en Guinée-Bissau, à Bissau, pour pouvoir discuter et arrêter la liste finale qui s'est stabilisée à 22 indicateurs. Alors, comment est-ce que, sur quels principes, quels sont les critères que nous avons essayé d'utiliser? D'abord, on s'est dit que ça doit être des indicateurs importants, prioritaires, pour pouvoir voir l'évolution, suivre l'évolution des programmes au niveau du pays. C'est important pour le pays. C'est aussi des indicateurs qui sont facilement mesurables, donc des outils sont disponibles. Le système d'information sanitaire pourra permettre de les capter pour pouvoir l'utiliser. Et troisième base de critères, ce sont des indicateurs exploitables qu'on peut effectivement utiliser pour prendre des décisions. Alors, les domaines et les types, nous avons des indicateurs d'impact, de résultats et puis de processus. Maintenant, pour les différents domaines thématiques couverts, il y a la santé de la mère, la santé du nouveau-né, la santé de l'enfant, la santé de l'adolescent, le financement de la santé, le système de santé, qui sont essentiellement les domaines pris en compte. Donc, au décours de ça, nous avons retenu la liste des 22 indicateurs que vous voyez. Les indicateurs d'impact, nous en avons 4. C'est le ratio de mortalité maternelle. Alors, nous avons eu beaucoup de réunions en ligne avec les équipes techniques de l'OMS, de l'UNFPA, pour pouvoir savoir, par rapport aux cibles de 2030, quelles sont les cibles raisonnables qu'on peut prendre pour fixer les limites, pour mesurer les progrès, pour dire que tel pays est en progrès, ou la région est en progrès, ou la région n'est pas en progrès, ou n'avance pas. Donc, pour le ratio de mortalité maternelle, nous savons que la cible pour 2030 est de 70. Alors, nous savons qu'il y a quand même une cible intermédiaire, 140. Donc, nous avons dit, pour tous les pays qui sont inférieurs à 141, qui sont donc proches de la cible intermédiaire, on va dire qu'ils sont dans le vert, qui sont en évolution. Mais si on est supérieur à 141 et qu'on est entre 141 et 452, on a pris la moyenne régionale pour la période le rapport de 2023 sur les tendances du décès maternel. Si ça dépasse cela, on voit que, bon, si c'est entre ces deux, on dit que c'est en progrès. Mais si c'est au-delà, on dit que c'est vraiment dans le rouge. C'est un peu la manière que nous avons utilisée pour pouvoir déterminer les limites. Ainsi, vous voyez les intervalles affichés pour le taux de mortalité maternelle et des enfants de moins de 5 ans. La norme, c'est normalement 25 à l'horizon 2030. Et nous avons défini aussi pour la mortalité infantile, la norme, c'est 12. Vous voyez comment on a déterminé. Ensuite, nous avons des indicateurs concernant
la transition, la PTME. Normalement, c'est l'élimination. Donc, nous avons dit que si c'est inférieur à 1, là, le pays est en progrès. Mais si c'est entre 1 et 5, le pays est en bonne voie. Maintenant, si c'est entre 1 et 5, le pays est en progrès. Mais si c'est supérieur à 5, le pays n'avance pas, est dans le rouge. Pour le taux de prévalence contraceptive, nous avons compris que si c'est supérieur ou égal à 60, là, c'est ce qui est souhaitable pour pouvoir enclencher vraiment les éléments de dividendes démographiques et pouvoir capter les dividendes démographiques. Donc, on a dit si c'est supérieur à 60, c'est dans le vert, en bonne voie. Mais si c'est entre combien? Entre 30 et 60, je ne vois pas bien. Entre 30 et 60, c'est en progrès, mais si c'est inférieur à 30, là, le pays n'avance pas. Nous avons également retenu des indicateurs de dépenses pour la santé. Là, nous allons retenir votre attention sur deux indicateurs essentiellement. Les dépenses allouées à la santé de la reproduction. Il y avait eu des résolutions dans l'espace qui se fixaient à 5%. Cette dépense, si c'est autour de 5%, là, ou supérieur, on dit que le pays est en bonne voie. Mais si c'est inférieur à 5%, le pays n'est pas en progrès. Maintenant, pour les dépenses totales pour la santé, vous savez, la déclaration d'Abuja, c'est 15% au moins du budget national alloué au secteur de la santé. Donc, nous avons pris pour déterminer si un pays a ses dépenses supérieures à 15%, le pays est dans le vert, mais si c'est inférieur à entre 5 et entre 14 et 5 et 14, je ne vois pas très bien, mais là, le pays est en progrès, mais si c'est vraiment inférieur à 5, le pays est vraiment dans le rouge. Alors, l'indicateur 22, c'est l'indicateur qui nous concerne ici. Il y a un indicateur naturellement sur la vaccination, mais là, c'est enfants complètement vaccinés. Comme vous le savez, habituellement, c'est au moins entre 80 et 90%. Donc, nous avons pris cela pour dire les pays qui sont supérieurs à 80% pour enfants complètement vaccinés sont en bonne voie. Mais si c'est inférieur entre 79 et 50, c'est en progrès. Maintenant, si c'est inférieur à 50, c'est dans le rouge. Les directeurs du PEV qui sont ici sont interpellés pour pouvoir réagir lors des discussions. Et enfin, l'indicateur 22, sur lequel j'attire notre attention, c'est le taux de prévalence contraceptive du postpartum et qui prend en compte les 3 postes d'entrée que mon collègue vient de présenter tout à l'heure. Là, nous avons retenu les limites. On a dit qu'à l'horizon 2030, idéalement, on devrait être à 100%. Alors, si un pays est supérieur à 80, là, on dit quand même que c'est en bonne voie. Il y a des pays qui sont maintenant proches de ça. Maintenant, si c'est entre 79 et... entre 30 et 60, c'est en progrès. Et maintenant, si c'est inférieur à 30, le pays n'évolue pas. Quelles sont les perspectives? Merci, Madame la Directrice, c'est presque fini. Les perspectives, comme vous le voyez, c'est de poursuivre les appuis au pays pour pouvoir mettre en œuvre, déployer leur carte nationale et surtout maintenant fournir les informations à l'OAS pour pouvoir alimenter au niveau régional la carte de score régional. Et concernant les valeurs, j'ai déjà expliqué comment, par consensus, on a retenu certaines valeurs au niveau régional. Et par rapport à l'opérationnalisation, au niveau de l'OAS, nous devons déployer cette carte de score régional qui a été déjà présentée à l'Assemblée des ministres de la Santé en
en mai 2025 à la réunion des experts de santé qui ont reconnu la pertinence et l'importance pour que cela puisse figurer sur notre site pour pouvoir travailler avec les pays et suivre l'évolution de la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent dans notre espace. Et c'est un outil de décision. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Mombo, pour cette présentation. Est-ce que Dr Yentema est en ligne? Nous lui passons la parole le temps qu'on positionne la présentation. Nous avons pu suivre avec vous le mode de calcul de ces 22 indicateurs qui ont été retenus de façon consensuelle. Merci encore pour cette présentation très informative. Dr Yentema, bonjour. Bonjour, Madame la modératrice. À vous la parole pour 8 minutes, s'il vous plaît. Merci. Ok. Tu peux faire le partage d'écran? Ou bien, qui fait le partage d'écran? La technique, c'est possible qu'il fasse le partage d'écran? Je reçois un grand oui ici, donc à vous. Ok, merci. Donc, Madame la modératrice, chers participants, chers panélistes, en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous cette présentation qui porte sur les projections en termes d'utilisatrices de la planification familiale du postpartum dans les pays et la région, contribution aux engagements du partenariat de Ouagadougou et de l'initiative FP 2030. Donc, comme mise en contexte, nous pouvons dire que, en tout cas, d'importants progrès en planification familiale et en santé maternelle, néonatale et infantile ont été réalisés au cours des dernières décennies, mais la mortalité maternelle reste encore élevée en Afrique de l'Ouest et les besoins non satisfaits en planification familiale sont également très élevés, et ce qui pourrait freiner l'atteinte de la couverture sanitaire universelle et de l'ODD 3. Le partenariat de Ouagadougou et l'initiative FP 2030 sont fixés en tout cas un ambitieux objectif qui est de doubler le nombre d'utilisatrices de planification familiale pour atteindre 13 millions, dont 6,5 millions d'utilisatrices additionnelles d'ici 2030. Et la planification familiale du postpartum, intégrée à la santé maternelle, néonatale, infantile et à la nutrition, reconnue par l'OMS comme pratique à haut impact, est un levier essentiel pour accroître l'accès, l'utilisation des services et réduire les décès évitables. Donc, l'indicateur des utilisatrices additionnelles de PF est essentiel pour mesurer la contribution réelle des programmes à l'augmentation de la couverture contraceptive, distinguant les nouvelles utilisatrices des anciennes clientes. Et les projections d'utilisatrices de planification familiale sont vraiment utiles pour anticiper les besoins, orienter les ressources et mesurer la contribution des pays aux engagements régionaux et mondiaux. Donc, le passage à grande échelle de l'intégration des services via des plans de passage à l'échelle dans 9 pays d'Afrique francophone constitue vraiment un cadre propice pour accélérer l'adoption de la planification familiale, améliorer les indicateurs de la santé maternelle, néonatale et infantile et simuler les projections des utilisatrices additionnelles de PF dans les pays. D'où notre objectif général, c'est vraiment d'élaborer et appliquer une méthodologie standardisée pour calculer le nombre d'utilisatrices additionnelles du PF du postpartum à des fins de projection et ou de contribution. Donc, plus spécifiquement, il s'agit, 1, d'établir les étapes de calcul des utilisatrices additionnelles du PF du postpartum et 2, proposer des projections en termes d'utilisatrices additionnelles du PF du postpartum pour la contribution à l'atteinte des objectifs du PO et de FP 2030. Donc, comme méthodologie mobilisée, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs méthodologiques. 1,
projeter pour chaque pays du partenariat de Ouagadougou l'évolution de la couverture de l'APF du postpartum jusqu'en 2030, mesurer quantitativement la contribution des plans de passage à l'échelle de l'APF du postpartum intégré à la santé maternelle, néonatale et infantile et à la nutrition aux cibles de couverture du PO et de FI 2030. Enfin, fournir une démarche réplicable et calculée à partir des données de routine et nationales. Donc, pour ce faire, on a eu recours à des données du système d'information sanitaire qui ont été fournies par les différents pays du PO, et les indicateurs utilisés sont vraiment présentés par le premier présentateur, notamment en ce qui concerne les 3 portes d'entrée pour la PF du postpartum. Donc, la méthodologie a mobilisé en tout cas un certain nombre d'étapes, voilà, pour faire les projections. La première étape consiste d'abord à faire le calcul des tendances moyennes annuelles de la PF du postpartum au niveau national dans les zones couvertes par l'intégration et dans les zones non couvertes par l'intégration. La deuxième étape consiste au calcul des taux de couverture de la PF selon 2 scénarios, un scénario sans intégration et un scénario avec intégration. La troisième étape a consisté à convertir les taux de couverture de l'APF projetés en termes de nombre d'utilisateurs de l'APF selon les 2 scénarios que nous avons arrêtés. Et l'étape 4, c'est le calcul de la contribution et des plans de passage à l'échelle, voilà, en termes de nombre d'utilisateurs additionnels de PF du postpartum qui sont attribués vraiment à ces plans-là. Et on a aussi fait le calcul global des plans de passage à l'échelle aux engagements du PO et de FI 2030. Donc, comme résultat obtenu, ils sont présentés sur la diapo, sur cette diapo, d'abord pour le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons fait des graphiques, des diagrammes en barre, et la barre en bleu, ça représente les utilisatrices de PF du postpartum projeté avec le scénario, et selon le scénario avec intégration, et la barre en orange, c'est les projections qui sont faites selon le scénario sans intégration. Donc, à titre d'exemple, au Burkina Faso, en 2030, qui est vraiment l'année de cible, les projections donnent un effectif de 820 934 utilisatrices de PF du postpartum. Donc, c'est le scénario avec intégration, alors que le scénario sans intégration donne 305 387 utilisatrices de PF du postpartum. Donc, en termes maintenant de contribution et de plans de passage à l'échelle au niveau du Burkina Faso, on a fait la différence entre les projections avec intégration et les projections sans intégration. Donc, au Burkina Faso, on peut dire que environ 515 500 utilisatrices additionnelles du PF du postpartum sont attribuables au plan de passage à l'échelle. Donc, et on fait le même exercice pour les autres pays. Pour la Côte d'Ivoire, on a 633 217 utilisateurs additionnels de PF de postpartum qui sont attribuables au plan de passage à l'échelle. Donc, au Mali, on a 425 991. Au Niger, 349 061 utilisateurs additionnels de PF du postpartum attribuables au plan de passage à l'échelle. Au Sénégal, on a 119 607. Et au Togo, 129 936. Donc, c'est pour ces 6 pays-là dont on dispose les données,
les 3 autres pays du partenariat de Ouagadougou, on n'a pas pu avoir de données, donc, mais l'exercice peut se poursuivre dès que les données sont disponibles. Donc maintenant, en termes de contribution des plans de passage à l'échelle, donc à l'horizon 2030, on peut dire, en tout cas pour l'ensemble des 6 pays cumulés, on a 2 173 359 utilisateurs additionnels de PEF du postpartum qui sont attribuables au plan de passage à l'échelle d'ici 2030. Donc, si l'objectif du PO est d'atteindre 5,4 millions d'utilisateurs additionnels de PF entre 2025 et 2030, alors la contribution relative des plans de passage à l'échelle aux engagements du PO et du FI 2030 sera de 48,3%. Donc, comme conclusion, on peut dire que les résultats montrent clairement que le passage à grande échelle de l'intégration PEF postpartum, santé maternelle, néonatale, infantile et nutrition est un levier essentiel pour accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs du PO de FI 2030. Donc, voilà ce que je voudrais, en tout cas ce que je voulais présenter en termes de projection des utilisatrices dans les pays du PO. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Dr Yentema, et vous avez les applaudissements de toute la salle. Facilitateur principal, nous avons besoin de votre avis. À cette étape, on devrait passer aux questions pour les 3 présentateurs. Est-ce qu'on fait ainsi ou suggérez-vous quelque chose d'autre, avec bien sûr l'avis de l'Assemblée? Nous souhaiterions que les 2 facilitatrices soient indépendantes dans leur travail, et donc par conséquent, nous suggérons que nous prenions les questions. Pardon? Nous suggérons que nous prenions les questions. Bon, là, je n'ai pas trop vu l'indépendance, mais bon, je pense que par souci de temps, chère modératrice, est-ce qu'on ne va pas y aller avec les 2 autres présentations? Oui. Merci, Dr Yeri, pour cette décision ô combien difficile. Bravo pour elle. Hein. Un grand applaudissement pour notre modératrice. Maintenant, nous restons toujours dans cette dynamique de mesure des progrès et des effets de l'intégration des services. Et dans cette dynamique, les présentations qui vont suivre vont illustrer les données probantes par rapport aux actions qui vont nous permettre les actions concrètes dans nos contextes pour toujours sauver des vies. Et sans plus tarder, j'invite respectueusement Dr Ouedraogo Léopold de l'OMS à présenter les résultats de l'étude sur la réduction de la mortalité maternelle avec la PF-PFPP, avec les 2 nouveaux guides et les critères de recevabilité toujours dans le cadre de la qualité de soins en matière de planification familiale. À vous la parole et 10 minutes tapantes, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci bien, mesdames les modératrices. Je crois que c'est bien d'avoir des femmes comme modératrices et nous donne un bel exemple de démocratie participative. Ok, donc je crois que cette présentation va, je vous rassure que je resterai dans le temps. C'est juste en fait faire comme vous l'avez bien dit, partager un peu les évidences, d'abord sur effectivement l'importance de la planification familiale en termes de réduction de la mortalité maternelle. Comme le disons toujours, il ne faut pas que ça reste des rumeurs. Tout ce que nous disons, il faut que ça repose sur des faits établis. Donc voilà un peu la première partie. Et la deuxième partie, ça sera peut-être une mise à jour sur, n'est-ce pas, les nouvelles directives en termes de planification familiale, contraception, n'est-ce pas? C'est les 2 documents de base, comme vous le savez, de l'OMS, les critères de recevabilité médicale pour l'utilisation, l'initiation et l'utilisation continue des méthodes contraceptives et la sélection de recommandations pratiques pour la contraception. Donc, qui ont été, n'est-ce pas, rendus publics en début
octobre, non, c'est ça, lors à Bogota, pour ceux qui y étaient, lors de la conférence internationale sur la planification familiale. Donc, le premier élément, comme je disais, c'est donc une publication que nous avons prise sur le Lancet, hein, qui montre effectivement, qui a étudié en réalité l'effet des soins liés à l'accouchement, mais également l'effet de l'utilisation des contraceptifs sur la réduction de la mortalité maternelle de façon globale, donc de 2000 à 2023. Et on a des résultats très intéressants. Et cette publication date de décembre, à côté de décembre 2025. Donc ces résultats viennent étayer ce que nous savons déjà et que nous répétons depuis hier, l'importance de la planification familiale dans la réduction de la mortalité maternelle. Et j'ai extrait donc de cette publication quelques chiffres clés et on voit que, on le sait déjà, qu'entre 2000, durant la période d'études, entre 2000 et 2023, les décès maternels dans le monde ont globalement diminué de 41%, passant donc de 443 000 décès à 260 000. Donc, cette étude montre qu'il y a eu essentiellement deux leviers. Cette diminution repose sur deux leviers essentiels. Le premier levier, c'est l'amélioration des soins liés à la maternité, qui ont contribué pour 61% à cette réduction. Et le deuxième levier qui nous intéresse fondamentalement ici, c'est surtout lié aux effets de la réduction de la fécondité, n'est-ce pas, dû à ou lié en tout cas en rapport avec la contraception. Et, n'est-ce pas, cela a contribué pour près de 39% de la réduction de la mortalité maternelle. Donc, c'est vraiment montrer l'importance de la contraception dans la réduction de la mortalité maternelle. Donc, voilà des preuves, des éléments de preuve factuels que nous pouvons utiliser pour convaincre encore ceux qui sont sceptiques sur la valeur ajoutée de la contraception dans la réduction de la mortalité maternelle. Donc, globalement, il est démontré que l'augmentation de l'utilisation des contraceptifs en 2023 seulement, durant l'année 2023 seulement, a permis d'éviter 77 400 décès maternels. Donc, ce qui est quand même un chiffre extrêmement important en une année. Et donc, la planification familiale, comme nous le savons, réduit les grossesses à risque, notamment les grossesses donc trop tôt, trop rapprochées, qui interviennent trop tard, ou alors qui sont trop nombreuses. Donc, le rôle ou l'importance de la planification familiale, c'est de limiter le nombre ou la fréquence de toutes ces grossesses à risque-là. Voilà donc pourquoi renforcer la planification familiale. On sait que moins de grossesses donc entraîne forcément moins d'exposition au risque maternel mortel, surtout lié aux complications hémorragiques, éclampsie et autres. Et l'effet régional est très marqué. Nous avons donc des disparités que vous verrez, hein, mais on sait que de toute façon, on va par en Amérique latine et aux Caraïbes. Elle a contribué, cette contraception, à une réduction de 73% de réduction de la mortalité maternelle, la contraception. Et en Afrique subsaharienne également, on sait que la contribution à la réduction de la mortalité maternelle est majeure. Donc voilà le message clé, c'est vraiment que nous devons investir dans la planification familiale et améliorer l'accès aux contraceptifs. Cela est vraiment essentiel pour sauver les vies des femmes et atteindre donc les objectifs mondiaux de santé. Donc voilà pour cette première évidence. Et comme je disais, la deuxième partie se rapporte aux mises à jour. Donc c'est le premier document de référence de l'OMS sur la contraception. Ce sont les critères de recevabilité médicale pour l'adoption et l'utilisation continue de méthodes contraceptives. Nous avons la version, le résumé exécutif qui est disponible en français, que nous pouvons partager avec tous les participants. Ce n'est pas encore la version officielle, mais plus ou moins officielle déjà. Sinon, le document mère est toujours en anglais. Nous sommes en train de traduire cela. Mais globalement, ce que nous pouvons dire, c'est que cette révision a touché 4 domaines clés. Globalement, elle a permis d'élargir l'accès à la contraception selon les conditions médicales. Et il y a les conditions liées à l'allaitement et la contraception hormonale, les progestatifs seuls,
Il y a eu donc des recommandations nouvelles, des recommandations qui ont été ajustées selon la période postnatale, notamment avant les 6 semaines, entre 6 semaines et 6 mois et au-delà de 6 mois. Donc il y a eu un élargissement de la possibilité d'utiliser la contraception. Et donc je pense que ça nous intéresse beaucoup, nous qui sommes en train de parler de la planification familiale du post-partum. Le deuxième élément d'amélioration, de révision ou de mise à jour, c'est l'utilisation du DU chez les femmes allaitantes, également important pour nous. Donc désormais, il est démontré qu'on peut accepter une utilisation sans restriction à moins de 48 heures, donc après l'accouchement, ou encore au-delà de 4 semaines après l'accouchement, donc chez les femmes allaitantes. Donc le DU est, bon, bien sûr, reste déconseillé entre 48 heures et 4 semaines. Donc voilà les éléments de mise à jour. Et également la contraception d'urgence, il a été effectivement et formellement établi qu'elle peut être utilisée plusieurs fois pendant le même cycle sans restriction. Parce qu'il y avait beaucoup de questions en rapport avec cela. Donc les évidences ont démontré qu'il n'y a pas de problème d'utiliser plusieurs fois la contraception d'urgence pendant le même cycle. Et l'autre élément sur lequel il y a eu également des mises à jour, c'est le cas des femmes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral ou prophylaxie pré-exposition. Et il y a également eu des recommandations qui étaient détaillées selon le type d'antirétroviral essentiellement, mais de façon plus globale, on va vers l'élargissement en fonction bien sûr de l'évolution de la médecine de façon globale, mais également la mise à disposition des évidences scientifiques. Donc, alors ce qu'il faut dire, c'est que les catégories de recevabilité restent les mêmes, hein, comme le savons toujours. Catégorie 1 sans restriction, 2 avantages supérieurs à risque, 3 lorsque les risques potentiels l'emportent sur les avantages, et le 4 bien sûr lorsque le risque est inacceptable. Mais comme tous les documents de l'OMS, toutes les directives, il y a un réexamen qui est prévu tous les 4 ans, avec des mises à jour intermédiaires si possible, mais nous encourageons tout le monde à faire de la recherche, à publier. C'est pourquoi hier je parlais de la documentation. C'est important que nous puissions documenter tout ce que nous faisons, parce que c'est sur la base de la documentation que nous pouvons réexaminer et apporter des ajustements tous les 4 ou 5 ans. Donc le deuxième document de référence, c'est la sélection de recommandations pratiques relatives à l'utilisation des méthodes contraceptives. Et en réalité, ce document-là, c'est un document de référence qui concerne l'utilisation sûre et efficace des contraceptifs une fois que ces contraceptions sont jugées médicalement appropriées. Ça veut dire que pour une patiente qui a une condition médicale X, les critères d'éligibilité peuvent dire que par rapport à telle méthode, elle est éligible, catégorie 1 ou 2 par exemple. Maintenant, une fois qu'elle est éligible, on va passer à ce document qui va nous dire maintenant comment utiliser de façon sûre et efficace cette méthode contraceptive-là chez cette patiente donnée. Donc, ça couvre l'initiation, la continuation et tout cela. Et bien sûr, toute la gamme des méthodes possibles sont révisées. Les nouveautés concernent essentiellement la pose du DU en période intercurrente, ça veut dire en dehors de la période post-partum immédiate. Et il y a des médicaments qui ont été évalués, notamment le misoprostol, qui n'est pas recommandé en routine, les anesthésiques locaux qui peuvent être proposés si disponibles, il y a les anesthésiques topiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent être proposés également si disponibles, et d'autres médicaments ne sont pas, enfin les données sont insuffisantes pour recommander d'autres médicaments. Donc c'est essentiellement pour la pose, pour faciliter la pose du DU. Donc globalement, c'est les anesthésiques locaux et les anesthésiques topiques et ANS. Donc voilà la même chose, révision possible tous les 5 ans et appel à la recherche pour alimenter, n'est-ce pas, les mises à jour. Et le lien est là pour avoir accès à tous ces documents. Voilà, je m'arrête là. Merci, je vous remercie. Oui.
Merci pour votre brillante présentation. Effectivement, l'OMS, garant des normes et des recommandations en matière de planification familiale, et nous a renforcé donc les nouvelles recommandations par rapport à cela. Sans plus tarder, nous invitons respectueusement Monsieur Tierno Dieng de CEFOREP pour nous présenter une étude d'évaluation des effets du passage à échelle dans un échantillon de pays représentatifs de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest francophone. Monsieur Tierno, vous avez 10 minutes pour votre présentation. Merci. Voilà, merci. Merci Madame les facilitatrices. Et rebonjour à tout le monde. Peut-être la présentation. Bon, pour commencer, en fait, il s'agit d'une étude en devenir. Hein. C'est une évaluation que nous sommes en train de préparer. Et donc, elle porte donc sur une évaluation donc, à mi-parcours, et qui va porter donc sur certains, donc les aspects liés aux inputs, au process et surtout aussi aux effets de la mise en œuvre du passage à grande échelle de l'intégration des services. Alors, donc, diapo, s'il vous plaît. Vous avez le pointeur, s'il vous plaît. Ah, c'est moi-même qui l'ai. Ah, merci. Ça avance. Voilà. Ici, je ne vois pas. Hein? Bon, donc je vais me mettre là. Alors, donc, je rappelle juste quelques éléments du contexte. Donc, le programme de mise en place de l'intégration de la nutrition et de la SMNI a démarré donc, en 2018 et qui touchait donc 9 pays francophones. Il y a donc une phase 1 et 2 entre 2019 et 2025. Et cela a consisté en la mise en place du processus. Et ensuite, dans la phase 3, 2025-2027, nous allons aborder donc une phase d'extension du projet. Alors, en 2024-2025, il y a eu d'abord une élaboration des plans dans le pays. Et puis, 2025-2026, on a eu quand même un besoin d'évaluer les effets du PAGE qui a été donc mis en œuvre dans les 9 pays. Et ça permet de tirer profit des effets et voir comment améliorer, comment renforcer et accélérer le processus. Alors, c'est cela qui a justifié donc, la sélection donc, de 4 pays, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, pour donc, permettre de faire cette évaluation-là. Et donc le CEFOREP a été donc, sélectionné pour mener cette évaluation au décours d'un appel à candidature. Alors les objectifs de cette évaluation sont d'abord d'évaluer les résultats à mi-parcours du passage à grande échelle de l'intégration des services. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte? Ou bien c'est pas moi? Sur l'écran, j'ai des problèmes. Hein, je ne sais pas. Bon, je vais me mettre là. Alors, ensuite, ou bien analyser le processus de passage à l'échelle de l'intégration des services et d'analyser les indicateurs d'intégration et d'effets et de faire une analyse croisée, cette fois-ci comparative, entre les résultats des différents pays et documenter donc, les bonnes pratiques. Les 2 derniers objectifs sont d'identifier les facteurs de succès, les difficultés donc, du passage à l'échelle et de proposer des recommandations pour donc, réussir ce passage à grande échelle. Donc voilà les objectifs qui nous ont été assignés et sur lesquels nous avons travaillé pour donc, proposer un protocole. Alors, pour ce faire, nous avons proposé donc de mener une étude d'évaluation
formative et sommative. Ça veut dire donc en même temps donc, qui va chercher d'abord à identifier, donc faire le point de la situation et ensuite en même temps mesurer certains indicateurs et qui va combiner donc une approche quantitative et une approche qualitative et qui va s'inscrire dans une logique d'apprentissage continu, de capitalisation et de plaidoyer en faveur des approches intégrées, durables surtout, et ça c'est quelque chose qui est ressorti dans les débats, hein, le besoin de voir comment pérenniser et comment faire en sorte qu'il y ait une certaine forme d'autonomisation, même à des niveaux décentralisés, et surtout au niveau des communautés. Donc pour ce faire, voilà un peu le schéma dans lequel nous nous inscrivons pour mener cette évaluation. Il y a donc 2 étapes. Une étape donc d'évaluation avant et après, à mi-parcours, et ensuite une étape de comparaison entre structures, disons, intégrées et structures classiques. Cela permettra de voir un peu comment les effets donc, vont pouvoir se mesurer. Alors pour cela, voici les cibles. Hein. Il y a d'abord, pour le volet qualitatif, nous allons cibler donc les décideurs du système sanitaire, les prestataires de santé, les acteurs communautaires, les utilisatrices. Donc vraiment, toutes les parties prenantes, ceux qui donnent les ordres, ceux qui offrent les services, ceux qui encadrent et facilitent au niveau de la communauté, mais aussi les utilisatrices. Dans le volet quantitatif, nous allons cibler là des structures. Et dans ces structures, nous allons essayer d'avoir donc des informations, donc des données individuelles, hein, sur des dossiers de patientes, les registres, le CPN, c'est donc toutes les sources dont il a parlé tout à l'heure. Mais aussi, dans ces structures, nous allons donc prendre 2 types de structures, les structures qui appliquent l'intégration et d'autres structures qui ne mettent pas en œuvre donc cette intégration et de préférence dans les mêmes zones, pour avoir donc des éléments de comparabilité plus objectifs. Ensuite, voilà comment cet échantillon. Nous avons ciblé, donc on a calculé, en tenant compte de certains paramètres, on a calculé une taille d'échantillon de 72 structures, qui est répartie comme ceci, donc 36 qui donc, vont offrir donc, des services intégrés et 36 qui ne vont pas offrir. Et ensuite, et dans chaque pays, nous allons avoir 3 au niveau hôpital, 3 au niveau centre de santé district, 3 au niveau centre de soins, aussi bien pour les structures qui offrent que pour les structures qui n'offrent pas. Et le tirage sera quand même dans un processus aléatoire pour nous permettre de mener donc des inférences statistiques par la suite. Pour ce qui concerne le volet qualitatif, là, nous allons cibler, donc faire des interviews avec des responsables de services SR, les DCME, et donc au niveau des directions générales de la santé, et ainsi de suite, les partenaires techniques et financiers, mais nous allons mener aussi des groupes de discussion sous forme d'ateliers. Et là, nous allons utiliser donc une approche assez novatrice, donc l'approche centrée sur l'humain, HCD, qui va nous permettre, à travers une journée ou bien une demi-journée de réflexion, de discussion avec de petits groupes, de pouvoir ressortir l'ensemble des situations et de nous projeter donc dans un futur pour pouvoir identifier les actions les plus idoines à mettre en œuvre et formuler des recommandations. Et pour ce faire, donc, dans chaque pays, il y aura 4 groupes de discussion à travers les 4 cibles qu'on a identifiées, les décideurs, les prestataires, les utilisatrices et les acteurs communautaires. Et l'échantillon ici sera constitué de manière à couvrir représentativement donc toutes les zones concernées pour nous permettre d'avoir vraiment une bonne représentation et une bonne image de l'ensemble donc des zones concernées par cette évaluation. Et la logique ici, la vision, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler une représentation de la chaîne input, process, output, outcome, de voir en quoi les stratégies menées dans ces pays permettent de répondre et de coller
à cette stratégie et surtout le lien entre les ressources, les processus de mise en œuvre, les outputs et les outcomes, en quoi ils sont liés et en quoi ils contribuent mutuellement à l'obtention donc des résultats. J'ai presque fini. Alors, pour le volet qualitatif, en termes de collecte, nous allons donc mener ces ateliers. Et pour le volet quantitatif, ce seront surtout des consultations de registres, mais aussi à travers donc un questionnaire que nous allons mettre en œuvre, et puis avec donc des agents de collecte recrutés localement qui pourront faire ce travail. Alors, pour l'analyse, pour le volet quantitatif, il s'agira de mettre en œuvre l'approche de la double comparaison, avant et après, ici et là, comme on dit, ce qui va nous permettre donc d'avoir un effet caractérisé de l'intégration par rapport aux zones où il n'y a pas d'intégration. Et pour le volet qualitatif, donc, ce sera la méthode d'analyse qui sera basée sur une méthode d'abord inductive en 6 étapes que nous pourrons déployer au fur et à mesure, et ensuite une analyse basée sur des thèmes significatifs, le framework analysis que beaucoup de gens connaissent, et répondant aux questions et objectifs de la recherche, ce qui va nous permettre de sortir la quintessence des aspects qui sont recherchés dans cette évaluation-là. Mais alors, avec l'appui de Inspire, qui nous a beaucoup orientés, nous avons donc pu identifier un certain nombre de structures locales qui travaillent dans le même domaine que nous et qui vont nous appuyer. Au Burkina Faso, par exemple, c'est le Centre d'études, de recherche et de formation pour le développement économique, le CERFODES. En Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger, nous avons donc chaque fois identifié une institution qui va nous appuyer donc dans ce processus-là. Est-ce que vous pouvez conclure en 30 secondes, s'il vous plaît? C'est fini. Ça, c'est la dernière diapo. Donc là, c'est le déroulement donc, du processus. Donc la préparation, la collecte, l'analyse et le partage des résultats que nous allons donc faire en ligne avec tous les pays. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, merci. Merci beaucoup pour le partage de cette étude qui se prépare donc en cours, une étude d'évaluation du PAGE dans 4 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, à travers une étude cas témoin, à travers une étude avant-après, et qui va se faire aussi bien sur le volet quantitatif que qualitatif. Voilà donc qui nous amène à la série de questions-réponses. Nous avons eu 5 séries de présentations axées sur la mesure des progrès. En première partie, les indicateurs consensuels et la carte de score SRMNAN, ainsi que la valeur ajoutée du PAGE, du plan PAGE par rapport aux utilisatrices additionnelles de PFPP. Et en seconde partie, nous avons eu l'importance des données probantes par rapport à nos actions pour orienter nos politiques et nos stratégies. Et je passe la parole à monsieur le facilitateur principal pour mener cette séance de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, chère modératrice. Je voudrais avant tout qu'on s'entende sur comment on fonctionne. 12h52 minutes, on est déjà en retard de 30 minutes sur l'agenda. Combien de temps on prend pour gérer cette partie questions-réponses et pouvoir passer à la pause? La durée va déterminer comment on mène cette partie. 15 minutes? J'ai entendu 15 minutes. Tout le monde est d'accord pour 15 minutes. À partir de cet instant, nous prenons 5 interventions pour l'ensemble des 2 groupes de présentation. On y va? Docteur Sissoko, c'est ça? D'accord. Oui, totalement derrière. Monsieur Koulibaly. Oui, monsieur. Pardon? Docteur Rama. Rama.
Ah, d'accord. De place. Oui, monsieur en chapeau. Docteur Chéou. Une dernière place. Je suis en difficulté. Je suis en difficulté. Bon, alors, le Burundi a fait une belle présentation tout à l'heure. Je vais devoir ne pas voir la main du Burundi. Ah, d'accord. Il y a des questions en ligne? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Pas de questions en ligne. D'accord. Docteur Agosou. Donc, c'est parti. Docteur Sissoko, votre question. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur principal. Ma question s'adresse à monsieur Tchorno. Déjà, vraiment, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu pour les autres pays pour conduire une étude similaire, parce que vraiment les résultats qu'on a vus sont très, très encourageants. Et j'ai compris que c'est seulement 4 pays qui ont été concernés pour le moment. En termes de perspective, qu'est-ce qui est prévu pour les autres pays qui sont en train d'implémenter aussi le PAGE? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Koulibaly. Il y a un micro sur l'une des tables, utilisez-le. Merci. Ma question va s'adresser à la présentation à qui vraiment je tiens à féliciter la qualité de sa présentation. J'aimerais savoir si les 48,3% attribués comme contribution d'utilisation liée aux interventions de page. Si dans l'étude, connaissant un peu le secteur de santé publique avec les petites contributions, est-ce que l'étude a pu démontrer que ces 48,3% sont exclusivement liés à la mise en œuvre de pages où cela a été pris en compte d'autres contributions connexes? Parce que ça, c'est quand même important si nous savons comment le système de santé publique fonctionne. Merci. Merci beaucoup, docteur Amar. Merci, monsieur le modérateur principal. Moi, j'avais juste 2 questions. La première question, c'est par rapport à la présentation sur les indicateurs d'intégration. Juste pour attirer l'attention par rapport à la porte d'entrée CPN. Là, on décompte un peu le nombre de CPN au cours desquels le counseling et les conseils nutritionnels ont été donnés. Par contre, pour la porte d'entrée CPON, on ne décompte pas le nombre de CPON, mais le nombre de femmes. Ça, je pense que c'est une nuance qu'il faudrait quand même soulever pour qu'il n'y ait pas de confusion lors des calculs de ces indicateurs-là. C'était juste une précision. Merci beaucoup. Maintenant, la deuxième question, c'est par rapport à la présentation de M. Tcherno. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle d'avoir cette évaluation à mi-parcours, parce que les dernières données qu'on avait sur les effets positifs de l'intégration quand même datent de très longtemps. Et donc, si on a cette nouvelle évaluation, ça peut vraiment nous rassurer. La question, c'est par rapport aux hôpitaux de référence. Parce que j'ai vu que dans les 4 pays, ils prennent dans chaque pays 3 hôpitaux de référence et que jusqu'à présent, pour le Sénégal, les hôpitaux de référence n'étaient pas totalement enrôlés dans l'intégration. Est-ce que le fait de les considérer dans l'échantillon ne va pas biaiser un peu les résultats finaux, en tout cas de l'évaluation? Merci. Merci beaucoup. Docteur Tchéou. Merci beaucoup. J'ai aussi 2 questions. La première concerne les projections en termes d'utilisatrices de la PFPP. J'ai compris, sauf erreur de ma part, que dans les projections qui ont été partagées... Le micro est allumé. Oui, les projections qui ont été partagées donc, tiennent compte donc, du scénario idéal où les plans PAGE sont totalement déployés dans les pays avec une bonne couverture donc, des districts. Mais au regard donc, des présentations que nous avons eues depuis hier, est-ce que je me dis, et en tenant compte donc, de l'état d'avancement, l'état de mise en œuvre donc, des plans PAGE dans les pays, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas lieu donc, de réviser ces projections à horizon 2030? Ça, c'est une question donc, de réflexion donc, pour nous tous.
Et la deuxième question concerne les indicateurs qui ont été partagés, notamment les indicateurs liés donc à l'adoption. Je voudrais comprendre pourquoi les données relatives donc à la césarienne sont exclues. Et dans la formulation qui est faite, est-ce qu'il n'y a pas risque d'erreur que les données d'adoption donc de la PFP en post-abortum donc ne soient pas suffisamment comptabilisées? Voilà donc les deux questions que j'avais. Merci beaucoup. Docteur Akosu. Merci, monsieur le facilitateur. Ma question s'adresse à notre frère de l'OMS. Et au Togo, nous avons constaté, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, une épidémie dans l'utilisation des pilules du lendemain ou les contractions d'urgence, et en particulier dans une population de plus en plus jeune, où les pharmacies, les officines autour des écoles enregistrent des taux de vente élevés. Et dans des discussions, les gynécologues nous ont dit qu'il paraîtrait que d'abord il y a un nombre limité d'utilisation par femme par an et que à partir d'un certain nombre d'utilisations, le produit, au lieu d'empêcher une grossesse, rend plutôt les femmes plus fertiles. Donc cela rentre en contradiction un peu avec ce que l'on est en train de dire. Je voulais quand même une clarification des idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une intervention en ligne. Monsieur Souleymane Bal, allez-y s'il vous plaît. Monsieur Souleymane Bal. Une intervention en ligne. Voulez-vous ouvrir son micro s'il vous plaît? À quoi je dois m'en tenir? Il n'est pas là, il est là. Est-ce qu'on l'écoute? Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. C'est le micro qui n'était pas ouvert, ça vient d'être ouvert. C'est Dr Thierno Souleymane Balam de Baobab Institute. J'ai un commentaire et une question. Le commentaire, il est relatif à la présentation de Dr Zarafi du Niger sur les indicateurs consensuels que nous avons validés. Ça a été un long parcours. Nous avons pu le faire et harmoniser des indicateurs consensuels au niveau de l'ensemble des pays. Mais nous avons un élément qui me semble important. Nous sommes sur une intégration PF postpartum et SMNI nutrition. Et de mon point de vue, c'est un modèle assez abouti de l'intégration parce qu'on a connu d'autres versions de l'intégration qui étaient exclusivement focus sur la planification familiale, qui était principal bénéficiaire de cette intégration, aussi bien en termes de mise en œuvre de l'intégration qu'en termes d'effets générés. De ce point de vue, avec cette nouvelle approche, on a des éléments d'intégration composite qui intègrent les trois composantes, mais il serait bien, à l'image de ce qu'on a pu faire avec la composante planification familiale, où on a trois effets attendus en termes justement d'outcome, il serait bien d'essayer de voir de façon consensuelle, même si on le retrouve à la fin de la diapositive, mais pas tout à fait des indicateurs qui sont attendus pour l'ensemble des pays, qu'on puisse identifier ne serait-ce qu'un indicateur d'effet au niveau de la composante SMNI et un indicateur d'effet au niveau de la composante nutrition. Ceci est extrêmement important pour une meilleure appropriation de l'ensemble des parties prenantes qui interviennent autour de l'ensemble des composantes autour de cette approche d'intégration. On ne pense pas que la planification familiale reste toujours exclusivement la seule bénéficiaire de la mise en œuvre de cette approche d'intégration. Ça, c'est un élément, on pourra y réfléchir en perspective de l'année prochaine parce que pour le moment, il était bien pour nous de stabiliser les effets, les trois effets qu'on avait eus et il est attendu qu'on évalue tout cela au mois d'avril. Ça, c'était le commentaire. Maintenant, la question, elle est relative aux projections que nous a présentées Dr Onadia, que je salue au partage, cher ami. Ça fait très longtemps avec qui j'ai eu à travailler dans le cadre de l'analyse approfondie des PMI au niveau du Burkina Faso, dans le cadre du projet, dans le cadre de Population Council avec Madame Fatou Bintou Mbaw, qui je pense est présente là-bas. Maintenant, ma question c'est quoi? C'est vrai que nous observons une contribution significative de l'approche, autour de 48,3%. Je ne sais pas si au dénominateur il y a une petite erreur, parce que vous avez mis 2 millions et quelques sur 4 500 000, et un peu plus haut, je retrouve 5 400 000.
Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur sur les valeurs présentées? Mais la question n'est pas là. La question, c'est quand, par exemple... Votre question, s'il vous plaît. Posez la question, s'il vous plaît. Ça fait trop de commentaires. Posez la question, s'il vous plaît. Oui, ma question, c'était de savoir, si on prend, par exemple, les utilisatrices qui sont fournies par la PF postpartum, dans la collecte des données, nous opérons souvent des cumuls. Sur une année, par exemple, 2024 et 2025, c'est le cumul du total des utilisatrices. On n'est pas sûr que ces femmes-là sont véritablement des utilisatrices additionnelles. Si on peut considérer que les utilisatrices additionnelles peuvent être définies comme étant des utilisatrices qui sont sous PF au moment où la collecte elle est réalisée. Peut-être que certains pays appellent actives ou que d'autres pays appellent des femmes protégées. Maintenant, est-ce que nous sommes en train de mettre en rapport deux éléments qui ont la même définition en termes d'éléments de données? Parce que tout simplement, on n'est pas sûr que les utilisatrices de PF postpartum sont toujours des femmes qui sont sous PF. Beaucoup peut-être ont quitté si on connaît le taux de discontinuation. Docteur Onadia, est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'intégrer un paramètre en termes de discontinuation dans le modèle de projection? C'est juste une question, une contribution. Merci beaucoup, c'était tout. Excusez-moi si j'ai à faire des commentaires, c'était pour rendre plus précis la question. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a deux questions qui sont arrivées dans le chat que je vais rapidement amplifier. Monsieur Sanfo Warabou, quelle stratégie l'Organisation mondiale de la santé met-elle en place pour répondre à la montée des courants religieux, idéologiques et mouvements sociaux opposés à la contraception moderne? Et comment cette stratégie contribue-t-elle à promouvoir l'accès à une information fiable et à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité? Et la deuxième question dans le chat, c'est merci beaucoup, Monsieur Onadia, pour votre présentation. Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais savoir s'il existe des études récentes portant spécifiquement sur les besoins non satisfaits en matière de contraception postpartum. Les résultats de telles études pourraient en effet nous aider à mieux orienter nos stratégies visant à améliorer la prévalence de la contraception postpartum. Pourriez-vous nous en dire davantage? Voilà les questions. Mesdames les modératrices, c'est à vous. Je vous rappelle que nous avons 8 minutes pour répondre à tout ça. Merci. Oui, merci, monsieur le facilitateur principal. Et tout de suite, sans plus tarder, parce que le temps nous est compté, nous passons successivement la parole à monsieur Tierno, puis docteur Yentema en ligne, puis docteur Zarafi, et nous terminons par docteur Léopold. Monsieur Tierno, à vous la parole. Merci. Merci. Pour les questions, j'en ai eu. On a mis hôpitaux de référence régionaux et districts. Donc, on n'a pas ciblé parce qu'on a essayé d'être souple pour éviter, bon, parce qu'on va dans différents pays, effectivement, il peut y avoir des différences. Et donc, nous avons essayé donc d'être niveau hôpital, niveau de santé, niveau centre primaire, de soins primaires. C'est comme ça qu'on l'a mis. Quelle que soit maintenant la dénomination, quel que soit le contenu, l'essentiel est qu'on sache qu'ils offrent ou ils n'offrent pas. Et là, nous pourrons faire la sélection. Maintenant, pour la deuxième question, qu'est-ce qui est prévu pour les autres pays? Bon, je laisserai donc les promoteurs de cette activité répondre de manière plus ample. Mais ce que je peux dire nous concernant, d'abord, l'échantillon que nous allons va être un échantillon unique à partir duquel nous pourrons faire des inférences statistiques et donc généralisées parce que c'est des pratiques différentes à partir desquelles on tirera un substrat qui pourra servir de référence pour les autres pays. Première chose. La deuxième chose, c'est que les résultats qui vont être obtenus vont être partagés avec tous les autres pays. Donc là, ce sont des pays échantillons, comme on pourrait dire. Et par la suite, maintenant, Inspire et la CDP et tout vont décider de la procédure pour pouvoir toucher les autres pays, faire une évaluation plus générale, ainsi de suite. Ça reste de leur souveraineté. Merci. J'espère que j'ai pu répondre aux questions.
Merci, Madame la modératrice. Pour la question qui nous a été adressée, à savoir la non prise en compte de la césarienne dans le calcul, n'est-ce pas, dans le numérateur, n'est-ce pas, de ces indicateurs-là. Il faut dire qu'à l'atelier de Ouaga, déjà, il y a eu une chaude discussion sur cette question-là. Je pense que les gens qui ont participé à cet atelier-là sont là. Il y a certains qui sont là. Faudrait-il considérer les césariennes, n'est-ce pas, dans cet indicateur composite qui est au niveau de l'accouchement, ou bien considérer seulement les accouchements assistés au niveau des formations sanitaires périphériques. Donc vraiment, il y a eu des échanges, il y a eu des pays. Bon, finalement, c'était par rapport à la GADPA. Donc la GADPA, certains ont trouvé que pour la césarienne, c'est pas de la GADPA, mais l'un de l'autre s'est dit que certains se sont dit que ça soit la GADPA ou ce qui est fait sur la césarienne, toujours c'est pour prévenir l'hémorragie. Donc, on doit considérer, mais malheureusement, du moins, la majorité était effectivement pour que ces césariennes ne soient pas retenues dans le calcul de cet indicateur au niveau de l'accouchement. Donc, voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la mise en œuvre de cette approche-là, vraiment, c'est une approche qui se met en œuvre au niveau périphérique. Surtout dans les CSI. C'est vrai que les maternités des HD sont touchées, mais c'est vraiment une approche qui se met en œuvre au niveau opérationnel. Et c'est pour cela, c'est la tendance qui a fait en sorte qu'effectivement, on a retenu que les accouchements, n'est-ce pas, assistés sans les césariennes qui se déroulent au niveau des hôpitaux. Et il faut dire aussi que ces césariennes-là ne sont pas aussi significatifs par rapport, n'est-ce pas, à l'ensemble des accouchements. Voilà, donc vraiment, il y a eu des discussions sur la question, mais finalement, on a retenu que les accouchements assistés par personnes qualifiées. Monsieur Suleiman, je pense que c'est ce qui a fait en sorte, dans la présentation, nous avons pris soin de présenter aussi les indicateurs d'utilisation pour dire qu'on n'est pas seulement focalisé sur ces 4 indicateurs composites et les 3 indicateurs d'effet, mais on pense aussi aux indicateurs d'intégration. Comme il a dit, peut-être qu'il va falloir réfléchir pour voir effectivement dans le Caneva ou la grille de collecte de données, de suivi de ces indicateurs-là, comment intégrer ces indicateurs en lien avec, n'est-ce pas, la santé de la mère et aussi avec la nutrition. Merci, je vous remercie de votre attention. Emma, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Oh. Ok. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez vraiment à cette présentation. Donc, je vais tenter de répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées. D'abord, Allô? Donc, comme je le disais, donc, je vais tenter de répondre à un certain nombre de préoccupations. Dans la question de M. Koulibaly, il voudrait savoir, est-ce que les 48% que nous avons trouvé comme contribution des pages aux engagements du POLA sont uniquement dus aux pages ou bien ça intègre aussi la contribution d'autres interventions? Non, ce que je peux dire à ce niveau, le modèle tel que nous l'avons conçu pour faire les projections, en tout cas, on peut dire que c'est vraiment la contribution des pages. Voilà, parce que ce qu'il faut noter, ce sont les indicateurs qui ont été présentés lors de la première présentation là, que nous avons utilisés. Et ce sont les données fournies directement par les pays qui ont été utilisées pour faire ces projections. Donc, le modèle n'a pas intégré vraiment d'autres interventions pour faire les projections. C'est juste vraiment la contribution des pages. Maintenant, la deuxième question, celle de M. Deou, si je prononce bien, et il demande est-ce qu'il ne serait pas pertinent de réviser
les projections, vu qu'elles ont été faites selon un scénario idéal où, à l'horizon 2030, tous les districts sanitaires sont couverts par les différents pays. Effectivement, nous sommes d'accord avec cette remarque parce que ce qu'il faut noter, pour pouvoir faire ces projections, nous avons eu seulement 2 points dans le temps, c'est-à-dire l'année où les pages ont commencé à être mises en œuvre, c'est-à-dire 2024 et 2025. Or, il serait vraiment utile ici d'avoir plusieurs points dans le temps pour pouvoir dégager des tendances historiques qui soient vraiment, je dirais, beaucoup plus stables. Donc, on verra si après 2025, on a pour les données de 2026 et même 2027, on pourra voir les tendances qui se dégagent et puis recalculer les taux de progression annuels qu'on va réappliquer au modèle. Donc, ça va nous donner un peu, en tout cas, des projections beaucoup plus fiables que celles que nous avons actuellement, qui ne prennent en compte que 2 points dans le temps. Monsieur le facilitateur, distingués invités, joignez-vous à moi pour dire merci à ces panélistes. D'entame de jeu, nous avons annoncé des données, des évidences pour appuyer nos argumentaires et l'ensemble de ces présentations nous ont permis de savoir que nous avons des indicateurs sur lesquels nous nous sommes accordés. La carte de score, aujourd'hui, les pays sont assez avancés pour ce qui est de la prise en compte dans le DHIS2 et regardant la contribution de plus de 45% justement de ces plans pages à l'atteinte de nos objectifs pour les nouvelles utilisatrices, nous ne pouvons que être renforcés et disposer d'argumentaires justement en faveur de la planification familiale. Et nous espérons véritablement que les résultats de l'étude vont venir appuyer en tout cas notre engagement pour continuer nos actions en faveur de l'intégration des services PFPP, SRMENI, Nutrition. Merci beaucoup, facilitateur principal, à vous. Merci beaucoup. Que dire après cette belle prestation des 2 dames modératrices de ce panel, Dr Yeri Sylvie Traoré, Dr Rajolina Marie Toki. Merci de les applaudir, s'il vous plaît.